Bonjour, j'ai décrit dans ma vidéo précédente les différences entre la honte et la culpabilité, même si on les retrouve souvent réunies. Quand on se sent honteux, on se regarde à travers les yeux d'un autre qui nous juge, qui nous critique. Mais cet autre qui nous rejette, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'on peut très bien se sentir honteux tout seul. On n'a pas forcément besoin des autres pour rougir de honte. Les personnes qui souffrent d'une honte chronique croient qu'elles sont fondamentalement défectueuses, mauvaises, dégoûtantes, voire même diaboliques. Elles condamnent ce qu'elles font ou ne font pas. Elles condamnent leur apparence physique, qu'elles se jugent laides, trop grosses ou disproportionnées. Elles condamnent ce qu'elles ressentent, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'excitation sexuelle ou de la peur. Bref, elles condamnent qui elles sont dans leur totalité. La honte, c'est donc un sentiment d'infériorité, d'inadéquation, d'incompétence et d'impuissance. C'est ce qu'on éprouve quand on se sent abandonné, rejeté ou critiqué, que ce soit vrai ou que ce soit simplement une impression. Et la honte provoque le repli, le silence, l'envie de disparaître jusqu'à mourir de honte. Mais la honte survient aussi quand nos frontières personnelles sont violées. Et elle est toujours présente chez les victimes d'abus sexuels. On sait que l'agression sexuelle entraîne de nombreuses conséquences douloureuses, par l'intermédiaire notamment de 4 facteurs dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. La sexualisation traumatique, l'impuissance, la trahison et la stigmatisation. Ces facteurs ont tous un point commun, la honte. La sexualisation traumatique désigne les perturbations des émotions et des comportements sexuels de l'enfant quand on lui impose une sexualité inadaptée à son âge et à son niveau de développement. Et la honte sera d'autant plus forte que l'agression sexuelle se répète, qu'il y a pénétration et que l'agresseur pousse l'enfant à participer activement. Toutes ces circonstances aggravent la sexualisation traumatique. Par contre, si l'agresseur menace l'enfant ou utilise la violence, l'enfant ressentira probablement moins de honte car il se sentira moins responsable de l'agression. 2 autres facteurs aggravent la honte et l'impact traumatique. C'est le sentiment d'impuissance, de non-contrôle sur ce qui se passe, et la trahison, quand l'abus sexuel est commis par un parent, en particulier un parent biologique. Car être victime d'inceste, c'est être trahi par une personne en qui on a confiance. Quant au 4e facteur, la stigmatisation, elle décrit toutes les émotions et les pensées négatives que la victime d'une agression sexuelle éprouve à l'égard d'elle-même. Et l'émotion centrale de la stigmatisation, c'est la honte. La stigmatisation entraîne 3 conséquences négatives qui l'aggravent encore plus. Une faible estime de soi, la dépression et la dissociation. Une des conséquences habituelles de la stigmatisation, c'est la mauvaise image, la mauvaise estime qu'on a de soi. La honte attaque notre sentiment d'être une bonne personne, une personne digne d'être aimée. Elle nous empêche de nous sentir bien avec les autres. On se sent rejeté et en danger. Et quand on a une mauvaise image de soi, on a honte de son propre corps, qu'on ressent comme sale. Et on retrouve cette honte du corps dans les problèmes psychologiques, physiques, alimentaires, sexuels, qui viendront compliquer la vie des victimes d'abus sexuels. Une autre conséquence de la stigmatisation et de la honte, c'est la dépression. Et surtout si elle s'accompagne d'une culpabilité, ce qui est très fréquent chez les victimes d'abus. Enfin, la honte peut provoquer une dissociation qui est un moyen de s'en protéger, de ne plus la ressentir. Et on a découvert que plus la honte est grande et persistante, plus le risque de souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, qui est une forme de dissociation, est important, même plusieurs années après l'agression.
À court terme, la honte pousse l'enfant à éviter les souvenirs, les pensées, les émotions qui sont liées aux abus. Il évite aussi les comportements qui pourraient lui rappeler ce qu'il a subi. Mais cet évitement involontaire, provoqué par la dissociation, empêche l'intégration dans la mémoire autobiographique des souvenirs et des pensées qui sont associés aux abus. Et avec le temps, l'évitement des souvenirs traumatiques ne fonctionne plus. Et les phénomènes intrusifs, comme des flashbacks, des cauchemars, peuvent apparaître. L'évitement favorise donc le maintien d'un syndrome de stress post-traumatique. Enfin, la stigmatisation peut être encore plus importante quand l'agression n'est pas dévoilée volontairement par l'enfant lui-même, mais qu'elle est découverte par une autre personne. Car être découvert, ça veut dire être exposé publiquement, ce qui est immédiatement une source de honte. D'autre part, il faut bien reconnaître que certains types d'éducation parentale peuvent favoriser la honte. Par exemple, quand les parents rejettent l'enfant, lui sont hostiles, le punissent, font des commentaires négatifs pendant ses apprentissages et ne reconnaissent pas ses bons comportements. Plus l'enfant entend et intériorise ces messages négatifs qu'il n'est pas et ne sera jamais assez bien ou assez aimable, plus il risque de se sentir honteux. Et puis certains parents, avec la meilleure intention du monde, préfèrent ne pas parler de ce que leur enfant a vécu. Ils croient ainsi le protéger de plus de souffrance. Mais en adoptant cette stratégie du silence, ils risquent malheureusement d'envoyer à l'enfant le message qu'il a fait quelque chose de trop honteux pour pouvoir en parler. Alors que se passe-t-il dans le corps quand la honte surgit? Eh bien, quand on est honteux, on est stressé et le corps fabrique donc plus de cortisol pour lutter contre ce stress. Et qui dit stress dit insécurité. L'engagement social est donc immédiatement désactivé. Rappelez-vous que pour s'engager socialement, avec l'aide du parasympathique ventral, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, quand on se sent honteux, on souhaite se cacher, disparaître, on cesse de regarder l'autre, on baisse la tête, on courbe le dos. Tous ces comportements montrent que le parasympathique dorsal entre en action, ce qui provoque une hypoactivation de notre organisme. On fait le mort, on se soumet, on s'évanouit. Mais parfois on peut ressentir le besoin de se défendre, d'attaquer ou de fuir. C'est alors le système sympathique qui entre en action et qui provoque une hyperactivation du corps. En fait, vous voyez que ça peut être difficile de faire la distinction entre l'hypoactivation liée à la honte et l'hyperactivation qui surgit quand on se défend contre la honte, par de la colère par exemple, car ces défenses sont quasi instantanées. Les victimes d'agressions sexuelles ont donc honte, mais en fait, de quoi ont-elles honte? Eh bien, elles ont honte d'avoir été abusées. Et elles sont persuadées qu'elles auraient dû pouvoir arrêter l'agression. Et certaines victimes sont même persuadées qu'elles ont mérité ce qu'elles ont subi. Elles ressentent de la honte parce qu'elles se sont défendues, ou parce qu'elles n'ont pas pu se défendre, ou parce qu'elles se sont évanouies. En fait, toutes ces réactions sont des défenses normales face à un danger quand la fuite n'est pas possible. Combattre, être tétanisé comme gelé, ou bien faire le mort. Vous voyez que les victimes sont honteuses d'avoir eu des réactions protectrices, saines, qui sont totalement en dehors de leur contrôle. La honte nous pousse donc parfois à nous protéger de cette émotion si destructrice, mais quand ces défenses s'installent durablement, elles créent des problèmes. Ce qu'on appelle la boussole de la honte décrit 4 modes de défense qui nous aident à éviter la honte. D'abord, on peut s'attaquer soi-même comme étant mauvais, incompétent ou inadéquat. On se rabaisse, on se fait du mal. Deuxièmement, on peut attaquer les autres comme étant mauvais, incompétents ou inadéquats. Alors on s'en prend à eux, verbalement ou physiquement, on les attaque.
Troisièmement, on peut éviter les expériences internes qui provoquent de la honte, par le déni par exemple, ou on évite les sentiments de honte eux-mêmes en prenant des drogues, de l'alcool, en s'automutilant ou en recherchant des sensations fortes. On peut enfin, quatrièmement, éviter le contact avec les autres pour empêcher de nouvelles expériences honteuses de se produire. Alors on se retire, on s'isole, on se cache. Une fois que la honte est apparue, comment évolue-t-elle avec le temps? Heureusement, les études montrent que même si la honte est très présente au moment des agressions, elle a tendance à diminuer avec les années chez la plupart des victimes, sauf pour une minorité qui continue de se sentir très honteuse un an après les agressions. Dans ce cas-là, la moitié de ces victimes en souffrira encore 6 ans plus tard. Alors, comment aider une victime qui se sent honteuse? C'est parfois difficile, car la personne qui en souffre a tendance à cacher sa honte, même à son thérapeute. La honte risque donc d'être un obstacle à toute demande d'aide psychologique, car demander de l'aide, c'est s'exposer au regard d'autrui, et s'exposer reste très difficile quand on se considère comme indigne, sale et coupable. Il faut donc d'abord normaliser l'expérience de la honte, car de nombreuses personnes victimes ont honte d'avoir honte. Les victimes ont donc besoin de savoir que la honte est une émotion, une réaction naturelle à l'impuissance, à la vulnérabilité, à la blessure. C'est tout l'intérêt de la psychoéducation. Mais l'objectif n'est pas d'éradiquer totalement la honte chronique, qui a seulement besoin d'être atténuée, mise à sa place et comprise avec compassion. Nous devons apprendre à accepter et à réguler la honte comme une émotion occasionnelle de notre condition humaine. Alors on vient de voir les aspects les plus douloureux de la honte. Mais si la honte existe, c'est qu'elle sert à quelque chose. La honte est utile, tellement utile qu'elle apparaît très tôt, vers l'âge de 3 ans. Elle nous apprend les limites que nous devons mettre à nos comportements pour qu'ils soient acceptables socialement. Elle nous permet donc de corriger nos comportements et sans elle, nous risquerions d'être rejetés par notre groupe social. Rappelez-vous la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow. Le besoin d'appartenance arrive juste après les besoins physiologiques, manger, dormir, et les besoins de sécurité. Si la honte n'existait pas, il n'y aurait ni lien social, ni respect de l'autre. Mais ce n'est pas tout. La honte a un autre rôle. Elle sert d'interrupteur pour interrompre certains comportements, certaines émotions ou certaines pensées. En particulier, quand elles sont positives, comme l'intérêt, l'excitation, la joie que nous ressentons parfois quand nous sommes en relation avec une autre personne. Par exemple, si vous exprimez votre joie d'une manière excessive d'un point de vue social, la honte surgira probablement pour vous amener à vous contrôler. Et la honte peut aussi étouffer un comportement, une émotion, une pensée, si nous ressentons qu'elle n'est pas réciproque ou acceptée par l'autre. Par exemple la colère, des sentiments ou des désirs sexuels, ou le fait d'avoir besoin des autres. La honte est donc utile socialement, mais quand elle surgit lorsque nos frontières personnelles sont violées, elle est source d'une grande souffrance qui doit être reconnue et prise en charge. À bientôt pour une autre vidéo.